Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Donc aujourd'hui on va parler beaucoup du système endocrinien. C'est la dernière séquence d'études de la session. Alors cette première capsule c'est vraiment pour vous initier au concept de base. Donc on va regarder un peu ces concepts-là, les concepts généraux et tout ça. Et dans les prochaines capsules, on va appliquer ces concepts-là à des situations de plus en plus spécifiques. Puis en fait l'objectif de tout ça, surtout dans les prochaines capsules, ça va être d'étudier les différentes hormones, les principales hormones dans votre corps et leurs différentes fonctions et leurs mécanismes d'action en fait. On ne va pas voir tous les hormones. Dans votre deck, les cours de biologie, vous savez, vous avez 3 cours de physiologie, 4 cours de bio, 1 de micro, mais les 3 autres cours, donc bio 1, 2, 3, vous allez voir les différents systèmes. Et dans mon cours, je vais focuser sur les hormones qui s'associent à nos systèmes pour le bio 1, mais les autres hormones, exemple pour le bio 2, c'est quand vous allez faire le système cardiovasculaire, urinaire et tout ça, ou le bio 3 avec le système digestif. Alors là, avec vos profs respectifs, dans vos prochains cours, vous verrez les autres hormones que je ne vais pas traiter dans ce cours-ci. Donc vraiment, ici, je vais traiter des hormones que vous ne verrez pas dans vos prochains cours aux prochaines sessions. Donc, on commence tranquillement. Concept de base, quelques définitions en rouge ici que je vais expliquer le plus clairement possible. Donc l'idée ici, c'est pas d'apprendre ça par cœur, c'est d'être capable de les expliquer dans vos mots, que ça fasse du sens pour vous autres. Et si vous y arrivez, ben, c'est suffisant pour l'examen. Donc évidemment, des petites choses que vous savez déjà, on a déjà vu avec le système nerveux qu'on a étudié pas mal en détail dans le cours, que c'est un système de communication qui permettait la régulation. Et en fait, dans votre corps, dans les 11 systèmes que vous avez, en fait, si je peux dire, vous avez deux systèmes de communication. Donc, dans les 11 systèmes, que ce soit digestif, respiratoire et tout, il y en a juste 2 qui permettent la communication. Donc, le système endocrinien avec les hormones et bien sûr le système nerveux que vous connaissez bien. Donc, le système nerveux, évidemment, fonctionne par influx, donc courant électrique pour communiquer et tout, ça vous le savez déjà. La grosse différence, et on verra les autres différences bientôt, mais la grosse différence avec le système endocrinien, c'est une communication chimique. Donc, les hormones, c'est des molécules chimiques qui auront différents rôles. Mais c'est les 2 seules façons pour vos organes, pour l'ensemble de vos structures biologiques de communiquer. C'est soit nerveux ou endocrinien, il n'y a pas d'autre façon. Ensuite, évidemment, ces 2 systèmes-là, donc nerveux, mais bien sûr l'endocrinien également, celui qu'on va étudier en détail maintenant, contrôle l'homéostasie. Ça permet de maintenir l'homéostasie et on se souvient que l'homéostasie, en fait, si je vous demandais la définition, on a vu ça il y a très longtemps, ou en début de session, donc c'est plus un rappel, mais c'est un concept qui réfère à l'idée d'équilibre. Okay? Donc c'est de maintenir l'ensemble des paramètres de votre corps en équilibre. Et il y a un mot à l'époque que j'avais insisté vraiment, le terme dynamique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça bouge tout le temps. Donc l'homéostasie, c'est pas un équilibre stable, c'est un équilibre dynamique. Donc les facteurs, les variables dans votre corps vont toujours varier un petit peu à la hausse, à la baisse, et c'est normal. Ce que ça veut dire, c'est qu'il ne faut pas penser que l'homéostasie, c'est toujours la même valeur pour un paramètre donné. Ça va varier. Il n'y a pas de problème tant que ça reste dans des intervalles viables. Je donne un exemple très simple. La température corporelle, c'est autour de 37. Mais votre température, présentement, peut monter à 37,1, 37,2, 36,9, puis il n'y a pas de problème. Même chose pour la glycémie. Votre taux de glucose sanguin peut être autour de 4 à 6 en termes de concentration. Donc, vous avez bien mangé, vous êtes peut-être plus proche du 6. Vous avez mangé, ça fait un petit bout de temps, vous êtes plus proche du 4, mais vous n'êtes pas en hypo ou en hyperglycémie. Donc, ça peut osciller la valeur de la glycémie entre 4, 5, 6, etc. Donc, c'est pour ça qu'on dit dynamique. Okay? Donc, tant que vous êtes dans un intervalle viable, il n'y a pas de problème. La question, et c'est ce qu'on va beaucoup parler dans les prochaines diapositives, c'est qu'est-ce qui arrive quand on débarque de l'intervalle, on n'est plus en homéostasie. Et là, votre premier réflexe, c'est de se dire, bon, on tombe malade. Bien sûr que non. On a des réponses biologiques, okay, qui vont permettre de maintenir l'équilibre. Donc, exemple, si tu manges un dessert très sucré et ta glycémie monte à 10, tu n'es pas diabétique. Parce que toi, tu as une réponse biologique avec le pancréas, des hormones, l'insuline et tout ça, qui fait qu'on va rétablir l'équilibre. Donc, on revient à l'intervalle de 4-7.
Dans votre vie, c'est sûr que vous êtes tombé en hypo un jour ou l'autre. Vous avez mangé un petit peu trop léger, vous avez fait un sport intense, vous êtes tombé en hypo, mais ça paraît pas. Pourquoi? Parce que vous avez une boucle de régulation, une réponse biologique qui va s'activer pour maintenir l'homéostasie. Et donc, c'est pas des cas médicaux. On est constamment 24 heures sur 24 en déséquilibre. Mais ça paraît pas et vous restez en santé parce que justement, on a des réponses biologiques qui impliquent des hormones, entre autres. Ça peut être une réponse nerveuse, mais aujourd'hui, c'est les hormones qui m'intéressent. Donc, qui impliquent des hormones pour justement maintenir. Et si la valeur est trop haute pour un paramètre, on la diminue. Une valeur normale, si elle est trop faible, on la remonte. Mais on a des réponses biologiques comme ça. Et l'ensemble de ces réponses biologiques-là, on va les étudier tantôt, mais c'est une boucle de rétroaction. Donc, ça va illustrer un peu qu'est-ce qui se passe dans votre organisme, justement pour maintenir l'homéostasie. La différence, c'est que vos futurs clients, vos patients, c'est qu'ils n'arrivent plus à maintenir l'homéostasie. Donc, leur réponse, c'est sûr que tout le monde va avoir une rupture d'équilibre, mais la personne en santé, comme je viens de le dire, va pouvoir ramener ça à l'équilibre, à l'homéostasie. Mais la personne qui est malade ou qui est votre patient, c'est sûr que pour une ou plusieurs boucles, si vous voulez, ou de ces facteurs-là, on n'arrive plus à les ramener à l'équilibre. Vous pouvez me nommer n'importe quelle maladie. Je vais vous montrer qu'il y a un paramètre quelconque ou plusieurs qui ne sont plus en équilibre et la personne n'a plus les capacités naturelles biologiques de se maintenir. Et c'est vous qui intervenez, les médecins, personnel médical, infirmiers, infirmières, qui par un traitement, un médicament, une technique X ou Y, on va rétablir artificiellement l'homéostasie. Vous ne verrez pas votre job comme ça, mais pour moi, vous êtes des gens des professionnels de la santé qui sont là pour rétablir l'équilibre alors que la personne n'y arrive plus, votre patient n'y arrive plus. Vous le faites de façon artificielle, mais c'est vraiment ça, vous mimez une réponse biologique. Un exemple très simple, c'est le diabétique. Lui, sa boucle pour l'homéostasie concernant le glucose, la glycémie, la glucose sanguin, ne fonctionne pas. Pancréas, pour X raison, ne fonctionne pas, ne fait pas d'insuline, pas d'hormones. Donc, il est toujours en hyperglycémie. Il n'est pas capable de ramener ça à la normale. Ça peut être très dangereux, on en parlera dans une prochaine capsule, mais l'idée, qu'est-ce que vous faites? Ben, on prescrit quoi? On prescrit de l'insuline artificielle, une injection et tout ça pour imiter l'effet de l'hormone normale. Donc, on rétablit artificiellement l'homéostasie. Vous avez un simple rhume, c'est la même chose. C'est un équilibre entre le micro-organisme, le virus, exemple, et votre réponse de défense. Tant que vos réponses de défense sont adéquates, vous n'êtes pas malade, vous ne savez même pas que vous avez un virus. Si le virus se réplique plus vite et que votre réponse immunitaire est trop faible, ce qui est normal au début de la maladie, ben c'est là que vous avez les symptômes. Et ensuite, vous reprenez l'équilibre. Donc, peu importe la maladie ou le problème que votre patient va avoir, c'est toujours, dites-vous, c'est toujours une rupture d'homéostasie et il y a une réponse qui ne se fait plus, ça peut être plusieurs. Et voilà. Donc, c'est vraiment collé à votre job. Maintenant, si je reviens à la normale, qu'est-ce qui se passe de façon normale chez une personne en santé? Donc, l'homéostasie, c'est l'équilibre, bien sûr, mais comment on fait pour maintenir ça? Donc, généralement, je vous disais que cet équilibre dynamique, qui bouge tout le temps un peu, permet d'assurer, bon, ici c'est un petit peu différent, mais je disais pour vos paramètres corporels, température, glycémie, pression sanguine, tout ce que vous allez étudier à partir de maintenant ou dans les prochaines sessions, prochains cours, faut les maintenir en équilibre. Et pour ça, on a des glandes endocrines qui va produire des hormones. Et ces deux termes-là, donc premièrement, c'est quoi une glande endocrine? Il y en a principalement deux sortes. Il y a des glandes exocrines qui vont donc sécréter à l'extérieur de votre corps, exemple la sueur, donc des substances, ça veut dire les glandes sudoripare qui permettent la sueur, la transpiration, et on va éjecter comme ça la sueur à l'extérieur de votre corps. Ça, c'est des glandes exocrines, parce qu'on projette nos sécrétions à l'extérieur. Endocrine, on vous dit que les sécrétions sont directement dans la circulation, c'est la circulation sanguine. Donc, tous les glandes endocrines, ça c'est un premier concept important à garder en tête, ont ce point commun. Oui, c'est des glandes endocrines qui produisent des hormones, mais toutes les hormones sont déversées dans le sang. Endo veut dire intérieur, donc c'est à l'intérieur des vaisseaux sanguins. Et peu importe l'hormone ou la glande que vous allez étudier dans mon cours ou plus tard, au cours de votre DEC, gardez ça en tête, il n'y a pas d'exception. Toute hormone doit aller en circulation sanguine et dans le sang, donc il y a toujours une certaine quantité d'hormones et ces hormones-là voyagent à travers la circulation jusqu'à temps qu'on trouve notre cellule cible ou notre organe cible sur lequel on veut agir.
Donc, c'est beaucoup moins rapide qu'un influx nerveux qui est très local et très à la fraction de seconde. Là, l'hormone doit se promener un peu partout dans votre corps avant de pouvoir avoir un effet. Donc, c'est sûr que c'est plus long. Mais c'est ça une glande endocrine, tout simplement. Ensuite, bon, on vous dit qu'il est dépourvu de conduit, c'est un détail, ça me va. Ce qui est vraiment important, c'est de comprendre que ce qui est sécrété, donc relâché, libéré, c'est directement dans le sang. Et évidemment, dans ce cas-ci, les glandes endocrines, c'est les glandes responsables de la production d'hormones. Ça veut dire que c'est pas écrit, mais ce qui est implicite, c'est que les hormones sont toujours déversées dans le sang, comme je le mentionnais tantôt. C'est quoi une hormone? Tout le monde le sait instinctivement. Vous êtes capable de m'en citer l'insuline, la testostérone ou l'estrogène, les hormones sexuelles, mâles ou femelles, bien sûr. Donc, vous le savez, mais vous n'êtes pas capable de le définir parfois en termes clairs. Donc, avant d'étudier justement l'action de ces hormones-là et leur rôle respectif, il faut savoir un petit peu c'est quoi le terme général. La définition est ici. Je vais l'expliquer, mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ce que j'encadre présentement, le messager chimique. OK, donc c'est évidemment une molécule chimique, ça c'est pas une grande surprise, mais messager, ça je trouve ça très important comme mot, puis je vais vous dire pourquoi. C'est que souvent on fait l'erreur de penser que l'hormone, c'est elle qui a un rôle biologique direct, et c'est complètement faux. Et cette confusion-là vient du fait que par abus de langage, moi le premier, je vais le dire à tour de bras, puis c'est pour ça que je fais une parenthèse pour pas vous mélanger. Le rôle de l'insuline, le rôle de l'estrogène, de la testostérone, peu importe. Et là, vous associez que c'est son rôle et vous n'avez pas tort. Si je vous dis que l'insuline est là pour diminuer la glycémie, on verra ça à la prochaine capsule, mais c'est pas retenir, c'est juste un exemple. Donc, le rôle de l'hormone insuline, c'est de baisser la glycémie. Là, vous faites le lien, l'insuline est responsable de ça et vous avez raison, mais c'est un messager. Ça veut dire que c'est pas elle qui fait le travail. Si on fait une cellule ici, exemple, peu importe, une cellule de l'organisme, l'insuline, que j'ai lu ici par un petit carré rouge, vient s'attacher à un récepteur sur une cellule. Et là, ça va modifier des processus biologiques, métaboliques au niveau de la cellule. Donc, il y a des réactions chimiques qui vont se faire différemment, et peu importe. Et en bout de ligne, peu importe ce qui va se passer, là, on verra ça en détail quand ce sera le temps, mais on va baisser la glycémie. Mais c'est la cellule qui fait le travail, c'est pas l'insuline. L'insuline, c'est un messager chimique qui déclenche une cascade de réactions biologiques dans la cellule. Et tous les hormones fonctionnent comme ça. Tous les hormones, sans exception. Peu importe les fonctions qu'on va vous enseigner, gardez en tête que l'hormone, oui, est responsable indirectement d'un effet X ou Y, mais c'est la cellule qui fait le travail. Et l'exemple qui me vient en tête, moi, votre enseignant, je suis l'hormone, et vous êtes les effecteurs, les cellules. Je vous dis, pour le prochain examen, étudiez tant d'heures par semaine. Je suis le messager, je t'apporte un message, mais qui se tape la job? C'est pas moi, c'est vous autres qui travaillez très fort dans le cours et qui étudiez pour les examens. Et c'est vraiment ça le concept. C'est pour ça que c'est pas un mot innocent ici, messager chimique. L'hormone, oui, va avoir un impact, un certain rôle, mais indirect. En fait, elle va modifier l'activité d'une cellule, et c'est pour ça qu'on parle de messager. Maintenant, une fois que vous savez ça, évidemment, j'ai dit tantôt, l'hormone est toujours produite par une glande endocrine, toujours déversée dans le sang, donc ça c'est bien écrit, et on va agir sur des cellules cibles, donc une relation très spécifique entre l'hormone et la cellule. On peut reconnaître la cellule A, parce qu'elle a le bon récepteur à l'hormone, mais la cellule B à côté n'a pas le récepteur, l'hormone n'a pas d'effet. Donc, il y a vraiment un lien là, très, très spécifique en termes d'action. Toujours ce concept de clé de serrure que j'ai beaucoup utilisé dans la session. Donc, la forme de l'hormone a une forme 3D unique et spécifique, je dirais complémentaire à un récepteur. Donc, il y a l'hormone insuline, il y a un récepteur insuline. Tu as une hormone testostérone, tu as un récepteur testostérone. Et si le récepteur n'est pas sa cellule, on ne peut pas agir. Donc, il ne faut pas penser que les hormones agissent sur toutes les cellules. En fait, ils vont agir sur des cellules spécifiques. Et ces cellules spécifiques, c'est ce qu'on appelle cellules cibles. Donc, cible, c'est la cible de l'hormone. On pourrait définir ça tout simplement par... donc, je pense que ce n'est pas écrit ici, donc je vais vous donner une petite définition pour vos notes de cours. Une cellule cible, 2 points, c'est une cellule qui est reconnue spécifiquement par une hormone. OK? Donc, c'est une cellule qui est reconnue spécifiquement par une hormone. Autrement dit, les cellules cibles
de l'insuline. C'est les cellules qui vont être reconnues par l'insuline. Et on pourrait faire une définition un peu différente. On pourrait dire aussi que c'est des cellules qui sont sensibles à l'action de cette hormone-là. Donc, c'est pas juste qu'elles vont être reconnues, c'est qu'elles vont réagir à l'action. Fait que si je vous dis la cellule cible de l'insuline, ben, elle reconnaît l'insuline, puis elle réagit à l'insuline, mais ne réagirait pas à l'hormone thyroïdienne, exemple. Donc, c'est vraiment une action très, très spécifique comme ça entre les deux. Et les cellules cibles, ben, c'est celles qui vont réagir à l'action d'une hormone donnée, tout simplement. Et le dernier point, ben, illustre un peu ce que je viens de vous dire, en fait. Donc, les hormones, ça c'est étonnant, mais je l'ai dit tantôt, sont en circulation sanguine. Donc, une fois qu'ils quittent les vaisseaux sanguins, ils vont entrer en contact à peu près avec tous les tissus de votre corps. Donc, l'ensemble, en théorie, là, il y a tellement d'hormones de produits que statistiquement, la majorité des hormones, les différents types de cellules de votre corps vont entrer en contact avec une hormone donnée. Mais il y a juste un petit nombre de ces cellules-là qui vont réagir. C'est les cellules cibles. Comme j'ai dit tantôt, il y a une interaction spécifique qui se fait entre les deux. Donc, il ne faut pas penser, parce que l'hormone entre en contact avec toutes les cellules, que toutes les cellules vont réagir. Au contraire. Donc, ben ok, on l'avait la définition ici, la cellule cible, mais elle est différente de ce que j'ai dit. Je préfère la mienne. Ici, c'est un peu compliqué pour rien. La cellule dont le métabolisme est modifié suite à la fixation d'une hormone à son récepteur, c'est exactement la même chose, mais de plus scientifique. Mais métabolisme, c'est des réactions chimiques. C'est pas toujours le métabolisme, là, mais c'est souvent ça. Donc, une réponse cellulaire, comme j'ai dit tantôt. L'hormone s'attache à un récepteur spécifique. Donc, ici, même la définition ne me plaît pas trop. Il n'y a pas la notion de spécificité. Donc, je suggère fortement de coller à l'autre définition, tout simplement. OK. Ici, je passe très vite parce que pour vous donner une idée, mais ça m'intéresse un peu moins. On vous dit que le système endocrinien a comme 4 fonctions générales. En fait, si je prends tous les hormones de votre corps, puis je regarde toutes leurs fonctions spécifiques, elles vont généralement entrer dans une de ces catégories-là. Donc, c'est comme les fonctions générales. Ça vous donne une idée, il faut les savoir, bien sûr. Mais ce qui va m'intéresser beaucoup plus dans les prochaines capsules, ça va être de comprendre la fonction spécifique. Exemple du glucagon, de l'insuline, des différentes hormones qu'on verra. Donc, c'est pas tant de savoir les rôles généraux. Ce qui est bien plus important sur infirmier, c'est de connaître le rôle de chaque hormone. Parce que quand vous allez travailler sur le plancher, c'est pas juste pour étudier. Quand vous allez travailler sur le plancher, c'est pour une hormone A, vous connaissez son rôle. Puis là, il y a une maladie endocrinienne. Puis généralement, c'est très simple, les problèmes endocriniens, c'est toujours la même chose. Une maladie, un problème génétique, peu importe, qui fait que la glande produit trop d'hormones ou pas assez. Donc, si vous connaissez l'effet biologique d'une hormone spécifique, ben, s'il en produit trop, vous allez savoir que cette conséquence-là va trop se faire, donc vous allez pouvoir déduire les problèmes. Puis s'il n'y en a pas assez, ben, vous allez pouvoir déduire aussi les problèmes. Donc, c'est beaucoup plus important de connaître le rôle spécifique de chacune des hormones que je vais vous présenter que les rôles généraux pour le cadre de votre travail, bien sûr. Mais quand même, je passe quelques minutes pour vous montrer un peu qu'est-ce que ça peut faire une hormone, en fait. Donc, c'est très général. Hein? Si vous regardez le point 1, maintient l'équilibre des volumes. OK, mais on parle de quoi? De volume de liquide, volume de sang. Donc, tu as plusieurs hormones. Vous allez les étudier plus en détail en bio 2, mais ici, le lien entre volume, c'est plutôt la pression artérielle. OK? Donc, les volumes sanguins, c'est évident que plus que j'ai de liquide dans les vaisseaux sanguins, plus que j'ai de sang, plus que ça va pousser fort, plus que la pression est forte. Quelqu'un qui est déshydraté, souvent la pression est plus faible. Pourquoi? Ben, parce qu'il y a moins de liquide, moins de jus dans les vaisseaux sanguins. Donc, ça pousse moins fort. Évidemment, vous avez plusieurs hormones que vous n'allez pas voir avec moi, c'est du bio 2, mais il y a au moins 4 hormones différentes qui ont un rôle. Il y en a plusieurs, mais les 4 principales qui ont un rôle direct sur l'ajustement comme ça du volume sanguin ou par d'autres façons pour contrôler la pression artérielle. OK? Donc, je l'ai mentionné une fois, il faut le savoir, mais on ne le verra pas de façon spécifique pendant la session ici. Même chose, point 2, il y a des hormones, plusieurs hormones qui contrôlent l'activité reproductrice, donc chez l'homme comme chez la femme. Chez la femme, c'est encore plus complexe parce qu'évidemment, une femme enceinte, elle a un paquet d'autres hormones qui va avoir beaucoup d'autres fonctions pour justement assurer le développement de l'embryon, du fœtus, etc. Donc, ça aussi, c'est évident, très important, je vous demande de le savoir, mais le détail va être vu en bio 3 à la prochaine session. Donc, évidemment, ce n'est pas des choses que je vais rentrer en détail, mais au moins que vous soyez au courant qu'il y a des hormones comme ça qui contrôlent les activités reproductrices, ce qui n'est pas très, très nouveau. Là, tout le monde sait pas mal ça d'habitude. Développement embryonnaire, bon, j'en ai parlé un petit peu. Ça veut dire quoi? C'est le développement de l'embryon, du fœtus. Bon, parfait. Maintenant,
on peut le mettre un peu avec le système reproducteur, mais maintenant, il faut aussi garder l'idée que la croissance et le métabolisme, pas juste au niveau embryonnaire, mais chez l'ensemble d'individus. Donc, un jeune enfant en croissance, bien sûr, il y a des hormones de croissance, les hormones thyroïdiennes qui vont être impliquées, ça, on va en parler éventuellement. Mais même chez un adulte, il y a une certaine croissance qui va se faire, même si on a notre taille adulte, pour la majorité d'entre nous, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on fait encore de la croissance? Oui, bien sûr. Si vous coupez, vous êtes blessé au niveau de la peau, ou bien ça saigne, il faut refaire des cellules au niveau de la peau, au niveau des vaisseaux sanguins pour les réparer. Donc, réparer les tissus, entre autres, on va faire de la croissance. Métabolisme, donc évidemment, ça c'est très large. Métabolisme, c'est toutes les réactions chimiques. Entre autres, qu'on a vu en début de session, catabolisme, donc pour casser, anabolisme pour construire, donc on peut construire des protéines, les briser en acides aminés, on peut mettre le glucose en glycogène ou vice-versa, donc même chose pour les lipides ou l'ADN. Donc tout ce qu'on a vu en début de session dans le premier examen, ben, l'ensemble du métabolisme, c'est toutes les réactions chimiques de construction, de destruction, donc anabolisme ou catabolisme. Pour les 4 grandes familles de molécules, ben, c'est des hormones qui vont contrôler ça. On a des hormones qui vont favoriser la glycogenèse, construction de glycogène, puis t'en as d'autres qui vont faire l'inverse, la glycogénolyse, qui va détruire ce glycogène-là pour le mettre en glucose. Ça aussi, on va en parler plus en détail. Donc, on va faire une boucle un petit peu avec ce qu'on a vu en début de session. La seule chose que je vais rajouter, c'est les hormones qui contrôlent ces réactions chimiques-là. Et ça, c'est la prochaine session aussi, l'activité digestive. Il y a plusieurs hormones. Il y en a au moins 3 principales qui vont contrôler toutes les phases de la digestion, ce que vous ferez aussi en Bio 3. Donc, maintenant, ce qui va être très important de comprendre, là, ça, c'est vraiment un concept clé très, très important. Ce qu'on appelle les boucles de rétroaction. Parfois, on parle de mécanisme de régulation. Hein? Ça, c'est la même chose. Tellement important que ça va revenir dans mon cours, en Bio 2, en Bio 3. Tous les cours de bio que j'ai donnés dans à peu près tous les decks possibles au cégep. Hein, vous le savez, j'ai enseigné dans à peu près tous les decks possibles. Ça revient toujours. Tous les manuels de biologie que je connais, ça revient toujours. C'est la base de la biologie, une boucle de rétroaction. Donc, je vais introduire ce concept-là. Ensuite, on va l'appliquer dans 2-3 exemples pour que ça soit plus simple. Je vous enverrai des exercices pour vous pratiquer. Mais ce que je peux vous dire déjà, c'est que les boucles de rétroaction, là, aujourd'hui, c'est général. Et plus que je vais avancer dans les capsules, on va en revoir certaines qui sont spécifiques. Certaines boucles de rétroaction ont des situations très, très spécifiques. Et en Bio 2, en Bio 3, pour les prochains systèmes, vous allez voir aussi des boucles de rétroaction spécifiques à chacun de vos systèmes. Donc, très important, évidemment, de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Et en gros, une boucle de rétroaction ou un mécanisme de régulation, c'est ça ici. Alors, avant d'aller plus loin, 2-3 petites choses là-dessus. La première, on vous fait toujours apprendre des boucles de rétroaction, puis ouais, c'est un peu plate, des fois c'est du par cœur, des choses comme ça, mais en fait, c'est pour vous aider. C'est là pour vous montrer quoi? 2 choses. Un problème, donc on est dans une situation de déséquilibre, il y a un paramètre qui ne fonctionne pas, qui est trop haut, trop faible dans votre corps. Comment on fait dans votre organisme pour détecter ce problème-là? Quelle décision on va prendre? Et quel effet on va avoir? C'est quoi la réponse biologique qui est enclenchée dans votre corps, chez une personne en santé, évidemment, pour régler ce problème et revenir à l'équilibre? Donc, maintenir l'homéostasie. Et ces boucles-là, première des choses, ça va toujours être une boucle par un paramètre. Okay? Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez un problème qui implique plusieurs paramètres, exemple, vous avez une pression trop faible, une glycémie trop faible et tout ça, ça peut engendrer plein de choses, mais c'est une boucle pour chacun des paramètres. Donc, pour un problème complexe, ce qui est très fréquent en fait, dans mon cours, c'est toujours comme s'il y avait juste un problème de glycémie, un problème de pression. Vous allez voir que dans la vraie vie, vos patients ont des multiples boucles qui ne fonctionnent pas généralement. Et l'idée, c'est que c'est un paramètre à la fois. Donc, s'il y a plusieurs paramètres d'affectés, mettons qu'il y a 5 paramètres, bien, c'est 5 boucles différentes. Jamais on va traiter une boucle avec plusieurs paramètres. Donc, ça simplifie un petit peu la situation. Ces boucles-là peuvent être appliquées tant au système nerveux qu'endocrinien. Donc là, évidemment, je suis plus dans le système endocrinien, fait qu'on va voir ça plus dans un point de vue d'hormones, évidemment. Première des choses, il y a des mots aussi que je vais définir. Okay? Donc, c'est quoi un stimulus, c'est quoi un récepteur et tout ça. Il y a des choses que vous savez déjà. C'est donc des généralités. Mais le concept, c'est qu'une fois que vous connaissez la définition de chacun, ça va être d'appliquer ça à différentes situations. Et comme je le disais tantôt, une personne en santé va faire ses boucles de régulation, de rétroaction
parfaitement. Et la personne qui a une maladie, un de vos futurs patients ou clients, ben, ces gens-là, c'est qu'il y a une boucle ou plusieurs boucles qui ne fonctionnent pas. Et c'est là que je vous disais tantôt qu'artificiellement, vous allez rétablir la boucle. Okay? Donc, c'est un peu ça l'idée. Si à l'examen, dans un exercice, dans vos prochains cours, à la prochaine session, on vous dit « dessinez-moi une boucle », je ne veux pas un dessin avec des flèches, puis des bonhommes, puis des cellules, puis des organes, comme c'est fait dans votre livre. Dans votre livre, ils sont très artistiques, c'est le fun, c'est visuel, ils vont vous dessiner un foie, un pancréas. Moi, je ne veux pas de dessin comme ça à l'examen. Si je vous dis de me dessiner une boucle, c'est une façon de parler, mais dessiner une boucle de rétroaction, elle est dessinée déjà. Si tu vas m'écrire stimulus, ben dans mon problème X, mon stimulus, c'est quoi? Le déséquilibre, c'est quoi? C'est un mot, quelques mots, une phrase, courte phrase. Okay? Le récepteur, c'est qui est impliqué. Problème de température, c'est un thermorécepteur. Problème de glucose, c'est chimique, c'est un chimiorécepteur. Okay? Donc, c'est ça, dessiner une boucle. En fait, on devrait dire écrivez une boucle, mais on dit dessiner par abus de langage, mais c'est d'écrire. Et en gros, si on regarde le stimulus ici, ben c'est quoi un stimulus? C'est tous les éléments qui peuvent être internes ou externes, peu importe, mais qui provoquent un déséquilibre. C'est donc toujours la situation de départ. Moi, c'est ça le mot-clé. C'est ton point de départ. Stéphane n'a pas mangé ce matin. Ça va amener des déséquilibres en termes de paramètres chimiques dans mon corps. OK. Stéphane a trop mangé, c'est un autre stimulus. Tu fais du sport. C'est pas nécessairement mauvais, un stimulus, mais ça amène des perturbations. Donc, mon stimulus, c'est faire un sport. Je suis à Cuba sur la plage. Il fait 45 degrés dehors. J'ai chaud. OK? Donc, ça, c'est mon stimulus. Donc, c'est tout le temps ta situation de départ. Et en passant, je ne l'ai pas dit, c'est implicite, mais ces termes-là, vous devez les savoir par cœur en ordre. OK? Donc, ça va être ça. C'est pas un peu les définitions, vous allez les comprendre, mais vous n'avez pas le choix. Si je vous demande de dessiner une boucle à l'examen, vous devez savoir par cœur, ben, OK, c'est stimulus, ensuite, ça va au déséquilibre, ensuite, le récepteur est dans cet ordre-là. Et ensuite, vous allez les appliquer. Vous allez voir, plus qu'on va faire de boucles, plus que ça va devenir naturel. Aujourd'hui, ça a l'air très compliqué d'apprendre tous ces mots-là en ordre, mais à un moment donné, vous n'allez même pas les étudier, vous allez juste les appliquer. Prochaine session, la même chose. C'est moi qui vous donne le cours de Bio 2, puis je suis au niveau cardiaque. Je vous dis, OK, on fait une boucle pour le contrôle de la pression artérielle. OK, le stimulus, c'est quoi? Le déséquilibre, vous allez le savoir déjà, ça va être implicite. Tout ce que vous allez avoir à faire, c'est de définir chacun de ces mots-là. Donc, quand même bien que je vous apprends 40 boucles différentes, c'est pas vrai, là, c'est un chiffre au hasard, ben, c'est toujours les mêmes mots. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est juste que le stimulus va changer, le déséquilibre change, le récepteur change, selon la situation, évidemment. OK. Maintenant que je ferme la parenthèse, qu'on revient à la boucle. Donc, stimulus, c'est un déséquilibre, pas un déséquilibre, un élément qui provoque un déséquilibre. Parfait. Ton déséquilibre, ben, c'est la variation. C'est une variable. OK? C'est une variable, un paramètre dans ton corps qui est modifié en dehors des intervalles. Tu n'es plus en équilibre. Tu vas être trop faible. Et dans ce cas-ci, je vous donne des exemples. C'est pour vous aider. Mais exemple, je parlais du glucose sanguin, la glycémie, ta pression, température de ton corps. Au lieu d'être à 37, tu montes à 40 parce qu'il fait chaud à Cuba et tu es en vacances. Ben, ça va engendrer une réponse. Tu fais du ski mal habillé puis il fait moins 40. C'est un autre déséquilibre. Tu n'es plus à 37, tu tombes à 36. Donc, en fait, le stimulus va toujours affecter une variable. J'ai pas mangé, ben ma glycémie va être faible. Donc, le stimulus, c'est pas manger. La variable, c'est une baisse de la glycémie. Et je vous demande tout le temps, quand vous dessinez une boucle, de me dire pas juste le mot, comme c'est écrit ici. Je veux savoir si ça augmente ou ça baisse. Est-ce que la glycémie est trop forte ou trop faible? Puis, c'est important parce que si vous le faites, ça va nous aider à déterminer notre type de réponse à la fin. Donc, exemple, si tu manges pas, c'est ton stimulus, déséquilibre, la glycémie est plus faible. OK, parfait. Et là, je fais une ligne imaginaire comme ça pour séparer le stimulus du déséquilibre. Stimulus, déséquilibre des autres termes. Ici, c'est comme les problèmes, mais tu n'as rien réglé. Okay? Tu as le stimulus qui est la situation de départ qui provoque un déséquilibre. Bon, ça, c'est les problèmes de départ. Là, tu sais que dans le corps, exemple, la glycémie est trop faible. Parfait. Tous les autres termes sont là pour montrer la réponse biologique. Comment on détecte le problème et comment on va réagir chez une personne en santé. Une personne en santé, la boucle va bien se faire. Donc, la première question que je vous demande, ben là, j'ai un problème au niveau de la glycémie ou de la pression artérielle qui est trop forte ou trop faible. Il faut être au courant. Si je ne suis pas capable de détecter le problème, je ne peux pas réagir. Donc, la première chose, c'est d'en prendre connaissance. Et pour ça, ben, c'est les récepteurs. Donc, les récepteurs viennent toujours après le déséquilibre, qu'on appelle parfois le facteur contrôlé. Là, c'est celui qui va varier, comme je le disais tantôt. Donc, lui, sa job, le récepteur, c'est une structure qui détecte. C'est ça le mot-clé. Il détecte les modifications de la variable. Est-ce qu'elle est trop forte ou trop faible? Donc, par exemple,
j'ai des récepteurs qui détectent le taux de glucose sanguin. C'est des chimiorécepteurs. Ah, trop forte la glycémie ou trop faible. J'ai d'autres récepteurs les barorécepteurs qui détectent la pression artérielle trop forte, trop faible, thermorécepteurs. Bon, peu importe le récepteur, ils vont détecter des variables différentes. Hein, ils sont spécifiques. Un chimiorécepteur pour le glucose ne détecte pas la même chose qu'un chimiorécepteur pour l'oxygène. Ils sont chacun spécifiques à leur substance ou à leur déséquilibre. Mais, globalement, les récepteurs ont un rôle de détecter les variables qui sont trop élevées ou trop faibles. Ensuite, ces récepteurs viennent informer. Ça, c'est la deuxième notion. C'est pas juste de détecter. On informe le centre. Okay? Donc, c'est la voie sensitive, en fait. C'est la voie afférente. Si on le met dans un contexte nerveux. Donc, c'est la même chose au point de vue hormonal, endocrinien. Le récepteur vient informer un centre. Le centre, ça peut être l'encéphale, le cerveau, mais il y en a d'autres. Ça peut être une glande. Des fois, le pancréas peut être un centre qui est indépendant du cerveau. Donc, ça va varier selon les situations, mais peu importe, il y a toujours un centre qui, lui, va analyser puis prendre la décision. Quand on dit analyse, c'est très simple. Donc, il est informé par le récepteur, puis là, il se dit, ben, ma variable est correcte, je suis dans les normes, ma glycémie est à 5, c'est normal, on ne fait plus rien. Hop, je suis à 3, il n'y a pas assez de sucre, on va émettre une réponse X. Oups, j'étais à 10, c'est trop élevé, je mets une réponse Y. J'ai mis une réponse Y. Donc, c'est le centre qui décide trois choses, en fait. L'analyse, oui, savoir si la valeur du facteur contrôlé est normale ou pas. Et ces trois décisions possibles, c'est simple, en fait, hein, peu importe le centre, soit qu'on fait rien parce que tout est beau, soit qu'on amène une réponse qui remonte le paramètre, soit qu'on émet une réponse qui diminue le paramètre problématique. C'est tout ce qu'il va faire. Mais c'est pas le centre qui fait la réponse. Lui, il décide, c'est le boss, c'est le patron. Lui, ce qu'il dit, ben là, il y en a un problème, la glycémie est trop faible, il va falloir agir sur un effecteur. Donc, ça, c'est bien important de le comprendre. Le centre, lui, il analyse, prend la décision, mais il va toujours agir sur un élément qui provoque la réponse. L'effecteur et son effet, qu'on dit. Souvent, on marque juste effecteur, mais moi, je veux voir, quand on va faire des boucles ensemble plus tard, je veux vraiment voir le nom de l'effecteur, par exemple les muscles du bras, et la réponse. Il se contracte, il va faire tel élément, on remonte la glycémie, on diminue la glycémie, ou peu importe, mais on veut voir qu'est-ce qui va se passer. Donc, dans ce cas-ci, l'effecteur et son effet, c'est un peu comme les ouvriers qui font le travail. L'effecteur ne peut jamais prendre une décision, c'est le centre. Donc, c'est vraiment l'ouvrier. Le centre de régulation, c'est le patron. Puis l'effecteur, lui, il attend les ordres du boss. Puis quand le boss dit « fais ta job », là, il va la faire. Si le boss dit rien, il ne fait rien. Donc, une fois que l'analyse est faite au niveau du centre de régulation, on va agir sur un effecteur quelconque. Il peut en avoir plusieurs. Des fois, il peut en avoir 3, 4, peu importe. On va voir leur effet respectif. Et c'est pas parce qu'ils ne prennent pas de décision qu'ils ne sont pas importants. C'est les seuls qui peuvent provoquer une réponse. Une fois qu'ils provoquent la réponse, normalement, si la boucle c'est bien fait, la réponse te ramène la plupart du temps à la normale. C'est une rétro-inhibition. Des fois, on va rempirer le problème dans certaines situations beaucoup plus rares parce que c'est ce qu'on veut faire. Donc, on va parler d'une rétroactivation. Pour l'instant, ces deux termes-là ne sont pas clairs. C'est correct, je vais les définir un peu plus tard dans la capsule, mais dites-vous que pour l'instant, la réponse finale, il y en a juste deux. Une rétro-inhibition ou une rétroactivation. On ne peut pas faire d'autre chose. Et c'est avec les effets de l'effecteur qu'on va pouvoir déterminer si c'est une rétro-inhibition ou une rétroactivation. En fait, ce qu'on va faire tantôt, c'est que vous allez comparer l'effet versus le déséquilibre et on va voir si on va dans le même sens que le déséquilibre ou non. Et c'est comme ça qu'on pourra conclure si c'est une rétro-inhibition ou une rétroactivation. Pour l'instant, c'est pas clair ce que je dis, je sais bien, je vais le faire en temps et lieu, inquiétez-vous pas. Tout ce que je vous demande, c'est de comprendre qu'il y a juste deux réponses possibles avec deux termes, rétro-inhibition, rétroactivation, je vous expliquerai ce que ça veut dire plus tard. Et ce qui n'est pas écrit ici, mais je pense que vous l'avez compris, c'est que cette boucle-là, chez une personne en santé, ça va, mais aussitôt que j'ai un des éléments qui ne marche pas, qui ne fonctionne pas, bien évidemment, c'est là qu'on a une maladie quelconque. Donc, exemple, un diabétique, que j'ai pris comme exemple tantôt, ben, le pancréas ne fonctionne pas, donc c'est le centre de régulation qui ne fonctionne pas, on ne peut pas agir sur l'effecteur. Il y a d'autres maladies que ça peut être le récepteur qui ne fonctionne pas, puis tout le reste fonctionne. Mais c'est pas grave, si je ne détecte pas le problème, ben, je ne peux pas informer le centre, donc il n'y a rien qui se passe. L'effecteur ne répond pas. Okay? Donc la glande ou le muscle qui peut être un effecteur ne fait pas ce qu'il devrait faire. Alors il n'y a pas de réponse. Alors évidemment, les maladies, en fait, si on veut simplifier, les différentes maladies que vous allez rencontrer dans votre carrière, ben, c'est une boucle qui ne fonctionne pas, puis plus précisément, un de ces éléments-là.
Okay? C'est juste ça, en fait, quand on y pense. Maintenant que vous connaissez un petit peu les généralités sur la boucle de rétroaction, je vais vous parler justement de la réponse, la rétroactivation ou rétroinhibition. Donc, première des choses, on va comparer toujours le déséquilibre en fonction de la réponse finale. La plupart du temps, c'est une rétroinhibition. Parfois, ça peut être une rétroactivation. Donc, comment on va déterminer ça? Ben, en vert, ici, j'ai une rétroactivation. On vous dit dans l'encadré qu'une rétroactivation, c'est que la réponse biologique finale, finalement, va aller dans le même sens que le déséquilibre. Donc, tu rempires ton problème. Au contraire, la réponse, quand elle va à l'inverse du déséquilibre, ce qu'on veut généralement faire, évidemment, dans 99% des cas, bien là, on parle de rétroinhibition. Et je vous donne un exemple. Si vous avez très chaud puis votre température corporelle monte de 37 à 40, donc la température augmente, ça c'est ton déséquilibre, il y a une réponse finale qui va se faire, donc les récepteurs, thermorécepteurs, il y a des centres de régulation et tout ça, mais l'effecteur, exemple, on pourrait dire que c'est des glandes sudoripare qui vous fait transpirer, et son effet, c'est la transpiration. OK? Donc, mettons transpiration. Donc, les glandes sudoripare vous fait transpirer. Ta réponse, on va dire que ça baisse la température corporelle. Et en diminuant ta température corporelle, est-ce que c'est une rétroinhibition, une rétroactivation? Donc, il y a comme deux éléments dans la réponse finale. Vous dites, bien, la température baisse, parfait. Et là, c'est une rétroinhibition, une rétroactivation? Bien, je vais dans le sens inverse. Ici, la température monte, 40. Bien, ici, je la diminue. Je retourne à 37, donc c'est une rétroinhibition. Si ça avait été une rétroactivation, exemple, le cas de la fièvre, bien là, on parle du même problème. J'augmente à, mettons, 40 degrés Celsius. Mais là, la réponse, ça va être différente. OK? Donc ici, on va avoir une réponse différente qu'on verra un jour, là, mais pas aujourd'hui. Mais il y a une autre réponse. OK? C'est plus dans le cours de microbiologie que vous allez voir les mécanismes de la fièvre. Mais une chose est certaine, si je vous dis que la réponse finale, avec le mécanisme qui se fait ici, que vous allez faire en micro, puis là, je vous dis, hey, la réponse finale, au lieu d'être à 40, je monte à 43. Je commence à être élevé un peu, par exemple, mais mettons, qu'est-ce qui arrive? Est-ce que c'est une rétroinhibition ou une rétroactivation? Bien là, je vais dans le même sens. Ça augmente, puis ma réponse finale augmente. Donc ici, ça sera une rétroactivation. C'est pour ça que je disais tout le temps, la réponse contraire, pour revenir à la normale, bien évidemment, dans ce cas-ci, on parle de rétroinhibition. Mais si on va dans le même sens, une rétroactivation. Et c'est les deux termes là, que vous allez utiliser pour me dire la réponse finale. Maintenant, faire attention, je trouve une parenthèse, une confusion classique. Pour X raisons, il y a beaucoup d'étudiants que c'est relativement clair après mon cours, mais quand ils vont étudier, ils font un faux lien. Ils vont dire, exemple, ben, une rétroinhibition, parce que c'est souvent des exemples dans ce sens-là qu'ils vont lire, c'est toujours quand ça baisse. C'est faux. Une rétroinhibition peut monter ou baisser. OK? Je reprends l'exemple de la température. La température normale chez l'être humain, c'est autour de 37. Si mon problème numéro 1, je vous dis que vous montez à 40 et que la réponse diminue à 37, c'est une rétroinhibition, ben je reviens à la normale. Mais si au contraire, c'est l'hiver et il fait froid, c'est la première situation, je parlais de Cuba là, en vacances, c'est super, mais si je te parle de l'hiver puis tu es sur le bord d'hypothermie, au lieu d'être à 37, tu fais quoi? Tu descends à 35, là ta température diminue, fait que tu vas te réchauffer et tu reviens à 37. Là, si tu montes, alors qu'ici on diminuait, ça n'a pas d'importance que ça monte, ça baisse comme réponse finale. Ce qui est important, c'est de savoir est-ce que je reviens au 37 et je vais au sens opposé. Donc, une rétroinhibition, oui, on va au sens opposé, mais on pourrait aussi dire, une autre définition possible, c'est de revenir à la normale. Donc, ici, que ça baisse, que je baisse ma température vers le 37 ou je la remonte vers le 37, ça n'a pas d'importance, je reviens à la normale. Et c'est ça l'idée. Alors qu'avec la fièvre, je ne reviens pas à 37, je n'arrête pas de l'augmenter pour avoir de plus en plus chaud pour me défendre contre le micro-organisme. Donc l'idée ici, faites attention, c'est pas que ça monte ou ça baisse une rétroinhibition, c'est que je vais dans le sens opposé. C'est que la réponse finale est contraire au facteur contrôlé ou si tu veux le déséquilibre pour revenir à une valeur d'homéostasie, une valeur d'équilibre normale pour un paramètre donné. Okay? Donc ça, c'est bien important de distinguer la définition entre rétroactivation et rétroinhibition.